Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence habituelle. Il est 20h50, 5 petites minutes de retard. J'espère que vous ne nous en voulez pas. Actuellement, 28 participants, beaucoup moins que le vendredi dernier, mais je pense que ça va remonter d'ici là. Gorbet et moi-même sommes ravis de vous retrouver, comme d'habitude. Donc, on ne va pas traîner et on va se lancer tout de suite. Nous rappelons simplement que ici, la parole est libre et chaque sujet, chaque témoignage, chaque avis compte. Et il n'y a pas de faux sujets, il n'y a pas de sujet tabou. Il y a juste le fait que Gorbet et moi-même, pour une sérénité de ces causeries, souhaitons que chacun puisse le faire, puisse intervenir dans le respect, dans la bienveillance et dans le constructif. Voilà, c'est vraiment notre seule exigence, si je puis dire là-dessus, exigence à Gorbet et moi-même, pour que les choses se passent bien. Alors, pour les assidus, vous savez déjà comment ça se passe. Pour les nouveaux, bienvenue. Et on vous rappelle juste que pour pouvoir demander la parole, il suffit juste de cliquer sur l'espace de main ouverte avec 3 tirets. Vous cliquez dessus et Gorbet vous enverra un lien, c'est marqué invitation, pour que vous puissiez prendre la parole quand, naturellement, je vous la donnerai ou Gorbet vous la donnera. Voilà comment ça se passe. Donc, une fois que vous avez fini d'intervenir naturellement, vous cliquez juste sur l'espèce de rond rouge avec un livre ouvert, une flèche, pour pouvoir quitter l'espace et permettre à d'autres d'intervenir. Donc voilà globalement comment ça se passe lors de nos causeries au coin du feu. Et encore une fois, nous sommes ravis de vous retrouver, Gorbet et moi-même. Sans plus tarder, je ne vois pas encore de main levée pour pouvoir demander la prise de parole. Donc je le rappelle, il faut juste cliquer sur la main ouverte avec 3 tirets et on vous enverra un lien marqué invitation pour prendre la parole. Eh bien, génial, on a une première demande, c'est Célo. Eh bien, écoutez, écoute Célo, bienvenue, on t'écoute. Je coupe mon micro. Ouais, merci beaucoup, vous m'entendez? Oui, très très bien. Impeccable. Écoutez, moi je suis référente par défaut. Je dis par défaut parce que ça fait depuis septembre que je cherche le référent ou la référente de la ruche 30 et ne l'ayant pas trouvé, j'ai donné mes coordonnées. Donc maintenant les gens m'appellent moi pour la ruche 30 et j'ai organisé une première réunion aujourd'hui. Donc le 30 c'est le Gard. Et on était 11 personnes, c'était chouette. Et il y a eu des questions que je trouve intéressantes à vous poser et peut-être avoir les réponses dans le groupe, notamment sur la question du RIC. De la part d'une personne qui a quand même bien épluché le programme et qui est assez dérangé par 2 points particuliers sur le programme, c'est en page 8 pour ceux qui ont le programme chez eux. C'est la dimension, déjà d'une part, le fait qu'il y ait un veto qui soit évoqué, le droit de veto. Alors, c'est pas très clair dans le programme, qu'est-ce que c'est que ce veto. Et c'est vrai que pour les partisans radicaux du RIC, ça pose un souci qu'il y ait un droit de veto sur le RIC, parce que on sait aussi tout le temps que ça peut représenter de rassembler et de faire signer des pétitions, etc., pour pouvoir soumettre un référendum d'initiative citoyenne. Si derrière il y a un veto qui peut venir tout bloquer, du coup ça questionne. Est-ce que vous en savez un peu plus sur cette histoire de veto? C'est un veto de qui? Veto du président? Veto de qui? De quoi? Dans quelle mesure? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question par rapport au RIC, c'est l'idée d'une convention citoyenne qui serait constituée de 2 tiers d'élus, 1 tiers de citoyens. Ça aussi, ça pose question. Du coup, pourquoi la majorité d'élus et une minorité de citoyens, si on part du principe que le RIC, c'est de redonner le pouvoir au peuple? Ça, voilà. C'est les 2 questions que j'ai. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a des éléments pour répondre à ça. Eh bien, merci beaucoup Célo pour tes 2 sujets d'intervention. Alors, je voudrais juste rappeler que Gorbet et moi-même ne sommes que des animateurs facilitateurs de ces causeries. Donc, nous laissons souvent à l'Assemblée, comme j'aime à l'appeler maintenant,
à l'Assemblée le soin de réagir ou pas, après parce que chacun est libre de sa réaction ou pas, par rapport Bien à sûr. ces deux sujets. Voilà. Donc merci à toi pour ces deux sujets et puis j'espère très franchement que on aura des réactions là-dessus par rapport à tes deux questions notamment. Merci Célo. Il y a Lynx qui est parmi nous. Lynx, on te laisse la parole. Célo, si tu peux juste couper ton micro. Merci beaucoup. Lynx, à Oui, toi. bien sûr. Allô, Serge. Allô à toutes les abeilles. J'espère que tout le monde est à fond. 2026, voilà. C'est aux abeilles d'être à fond avec Juan Branco. Et notamment, par exemple, pour ricocher direct sur la question posée juste avant, il me semble que c'est sur Nexus où là, donc Étienne Chouard lui a posé la question justement sur ce point du veto et donc Étienne Chouard lui-même, un peu spécialiste là-dedans quand même du RIC, a évoqué sa motivation pour rencontrer et discuter de ce point avec Juan Branco. Et sûrement que donc du coup en tant qu'expert du RIC pour Étienne Chouard ou Franck Lepage qu'on oublie souvent alors qu'il a fait beaucoup de conférences avec Étienne Chouard là-dessus, notamment sur le terme projet. Si à l'occasion, c'est intéressant de voir la conférence de Franck Lepage sur ce mot projet. Je pose beaucoup de questions depuis le début à titre perso. Je comprends pas trop tellement pourquoi rester sur ce terme qui a été utilisé malencontreusement par quelqu'un de très connu qu'on est censé virer de là où il est, tous ensemble. Donc du coup, voilà. Donc du coup, par rapport à cette question-là, c'est juste pour donner cette info qui ont peut-être capté beaucoup d'autres abeilles. C'est intéressant de voir enfin Étienne Chouard et avec Juan Branco discuter de ce point notamment, et aussi, pourquoi pas, de cette éventualité du tirage au sort, parce que en fait, Juan Branco, je crois que lui en premier, il se voit pas non plus comme personnage providentiel, mais à chaque intervention qu'il peut avoir, il comme s'il tendait la main pour par rapport au fait que d'autres personnalités émergent. Et voilà, je pense pas que ce soit quelqu'un qui veuille se mettre en avant. Et je pense que c'est le premier à espérer qu'il y ait des caractères, des individus incorruptibles, soit capable, voilà, qu'enfin on en sorte du régime actuel. Et voilà, je vais laisser la place à tout le monde. Et voilà, donc meilleurs vœux à tout le monde, voilà, de l'énergie à fond, la motivation, voilà, pour qu'on soit tous indestructibles et qu'on arrive tous ensemble à virer les fous furieux qui sont en place dans les meilleurs délais. Eh bien, merci Lynx. Je crois que tu as fini ton intervention. Merci à toi par rapport à cette intervention. Hein. Tu te faisait un peu désirer, parce qu'on aime bien tes interventions, hein, Mr. Lynx. Merci beaucoup. Exofly, Flow, j'espère que je le prononce pas trop mal. On t'écoute. Bienvenue. Merci. Eh bien, bonsoir tout le monde. Voilà, il y a quelques infos qui sortent sur les réseaux, comme quoi le 6, il y aurait des agriculteurs qui seraient prêts à venir sur Paris avoir diverses activités. Et vu que je fais partie de la ruche 75, j'aurais voulu savoir si certaines personnes ici auraient été intéressées pour constituer un petit groupe et aller voir ce qui se passe dans la rue, quand ça se passera, où ça se passera. Et aussi, si vous avez des informations sur les sources qui donneront le plus rapidement les informations à propos des futures informations qui sortiront sur ce sujet, je suis aussi preneur. Voilà, merci beaucoup. Ok, Exofly, pour rebondir un peu là-dessus, j'ai cru lire sur les réseaux, alors je ne sais plus si c'est sur X
effectivement, cet événement en date du 6 janvier où les agriculteurs parlent de descendre sur Paris. Après, effectivement, les ruches locales qui sont tout à fait autonomes peuvent effectivement s'organiser afin d'y participer, bien évidemment. Maintenant, je laisse le soin à ceux qui souhaitent de revenir vers toi inbox ou même sur le chat, naturellement, parce qu'on a un chat, pour pouvoir voir comment voir la faisabilité de tout ça. Par contre, assurez-vous bien qu'il y a bien cet événement le 6. Voilà. Merci beaucoup, ExoFly. Il y a Commode, excuse-moi, je n'arrive pas à lire le reste de ton nom, qui est avec nous. Donc, on t'écoute. Bienvenue. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Voilà, je venais pour parler du 6, moi aussi. J'ai appris ça hier soir et du coup j'ai quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de peine depuis 24 heures, c'est que je vois en fait beaucoup de gens, que ça soit sur YouTube ou sur le Discord du R00, tourner le mouvement en ridicule. Pour moi, je trouve vraiment que c'est à pleurer, parce que on devrait tous être optimistes, et si on ne croit pas en ce mouvement, on devrait proposer des alternatives en fait. C'est une opportunité. Moi, si je compte aller à Paris, mais si je ne comptais pas aller à Paris, je me dirais que c'est une opportunité de faire quelque chose ailleurs, pendant qu'il y a un braquage à la banque PNB Paribas. Voilà, il y a des braqueurs qui peuvent aller faire un braquage à l'autre bout de la ville. Donc, comme Juan Branco parle des préfectures, etc., moi je vois une opportunité et au lieu de ça, je vois une partie du Discord ou alors sur les médias alternatifs, certaines personnes comme le capitaine Ruvin Brunette, ou des Teddy ou des Brest Buzz qui descendent cette initiative, mais je trouve ça vraiment à pleurer. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, mais mon petit coup de gueule triste. Ok. Alors, déjà, merci pour ton sujet. Après, je vais laisser d'autres personnes réagir par rapport à ce que j'ai cru comprendre qui serait une forme de moquerie par rapport à cet événement. Moi, j'ai juste envie de dire à ces personnes-là, quand ils auront fait et quand ils auront acté un mouvement ou un événement, on en reparlera. Donc, se moquer, c'est très facile. Par contre, agir, il y a moins de monde. Voilà. Donc, après, chacun voit midi à sa porte. Quoi qu'il en soit, nous, dans ce mouvement-ci, la ruche, nous sommes là pour être auprès de ceux qui essaient de se battre, qui essaient de faire la bascule. Nous sommes auprès d'eux et nous sommes même avec eux. Voilà. Donc, merci à toi pour cette intervention. Alors, je crois que c'est Commode, le reste, j'ai pas pu voir. Donc, j'en suis vraiment désolé. Là, maintenant, on est 86 participants, donc ça ne fait que monter et c'est très bien. Sauf que pour le moment, on n'a plus de demande de prise de parole, mais il me semble qu'il y a AHC qui a levé la main tout à l'heure, mais j'ai pas vu, je l'ai pas vu sur l'espace d'intervention. Donc peut-être qu'il y a une problématique. Oui, Gorbet? Oui, vas-y. Ouais, c'est gentil. Du coup, depuis le début, c'est vrai que de temps en temps, il y a des profils qui... Après, on peut tous être ou super en forme ou beaucoup moins et se laisser aller avec un peu de défaitisme ou de pessimisme. Et quelle que soit l'origine de ce pessimisme, qu'il soit préfabriqué, c'est-à-dire voilà, de la part de personnes pas forcément super bien intentionnées, ou simplement voilà du fait d'être un peu fatigué ou quoi. Il s'agit juste en fait de toujours garder en fait la confiance en soi, la confiance en Juan Branco. Ça c'est quelque chose qu'on fabrique chacun à nos
à nos propres façons. Il y a plein de méthodes pour être super en forme justement et combattre le défaitisme, la résignation, le fatalisme. Toutes ces choses sont des pièges et si à un moment donné ça intervient sur, je vais faire bref, sur ce Discord, eh ben il s'agit juste, par exemple, il y a une solution super facile, c'est d'aller sur le profil et au lieu de partir dans des grandes discussions qui, si elles sont stériles, en fait, il s'agit juste d'ignorer, c'est-à-dire une personne qui nous semble trop négative ou quoi que ce soit, eh ben on l'ignore. Il y a une petite touche, moi, sur le profil, les 3 petits points en haut à droite, on ignore, ou on bloque si c'est vraiment des insultes ou quoi. Et voilà, sans attendre une solution miracle de qui que ce soit d'autre. À titre individuel, cette autonomie, voilà, à gérer et n'être confronté qu'à des jolies choses, qu'à des choses optimistes, combattantes, et voilà, à évacuer tout ce qui voilà, part complètement dans le négatif, et ben, on le zappe complètement. C'est à chacun on a la liberté de faire ces choses-là, et voilà. Donc du coup, ces Discord, c'est juste s'adapter à l'outil et l'utiliser dans toutes les fonctions qu'il propose. Voilà, c'est tout. Et donc, bonne chance, bon courage à tout le monde là-dedans. Merci beaucoup, Lenx. On va maintenant écouter Papa DGE. Désolé. Mais avant ça, je vais demander à AHC de couper son micro, s'il te plaît. Merci beaucoup. Papa DGE, on t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Moi, je voulais juste rebondir sur cette histoire d'agriculteurs. Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais je pense que ces gens-là ont besoin d'aide, savoir où est-ce qu'ils sont localisés, s'ils remontent à Paris, si on peut les aider, leur apporter à manger, leur proposer de l'hébergement. Voilà, juste si c'était possible pour les soutenir, même s'ils sont bloqués et qu'ils n'arrivent pas à remonter sur Paris, ce qui a de fortes chances d'arriver. Et ben en tout cas, moi, ils seront les bienvenus. Voilà. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, mais merci beaucoup, Papa DGE, pour cette invitation. Je pense que tout le monde a entendu. Et alors, j'ignore, comme ton micro est toujours ouvert, peut-être que tu voulais ajouter quelque chose? Bon, juste que les Russes soient le relais de ce mouvement, il me paraît très normal, très français, que vous semblez défendre, hein, voilà. Qu'on les aide. Ok, je pense que tout le monde a entendu. Et encore une fois, je le rappelle, les Russes sont complètement autonomes dans leurs actions, bien évidemment. Bien, merci beaucoup, Papa DGE. On va maintenant écouter AHC. Je demande juste à Papa DGE de couper son micro. Sinon, on risque d'avoir des interférences. À toi, AHC, bienvenue. Hey. Par contre, on ne t'entend pas, AHC. Un, deux. Bon, je pense que tu dois avoir un sérieux problème technique. Ça peut arriver de temps en temps. Ce qu'on te demande de faire, c'est juste de quitter l'espace en cliquant sur l'espèce de rond rouge avec le livre ouvert. Voilà. Et puis, tu redemandes la parole. Bien évidemment, on t'enverra un lien d'invitation. Merci beaucoup. Ben, alors, comme tout le monde l'a remarqué, hein, nos causeries Coin du Feu sont en train de se focaliser un peu sur cet événement du 6 janvier, où certains seraient effectivement prêts à soutenir, à être présents. Après, c'est encore une fois, hein, c'est à chaque Rouge de s'organiser pour pouvoir y participer ou d'une manière ou d'une autre. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aussi créer effectivement une sorte de rubrique sur le Discord, soit au sein de vos Discord respectifs, ou alors, enfin, Discord locaux, ou alors directement demander à créer l'événement sur le Discord Rouge 00. Voilà. Par contre, je le redis à nouveau, assurez-vous bien que l'événement, il est bien réel, il va bien être opérationnel.
Voilà. Bien, l'audience continue de monter. Bon, là, on est descendu un peu à 76, mais on est dans les environs de 80. Merci beaucoup. Il y a plus d'interrogations. Ah, je pense qu'il y en a une. Le temps que la personne reçoive l'invitation. Ah, c'est ExoFly qui revient. On t'écoute. Ouais, recoucou. Bah, du coup, par rapport aux informations à propos de cet événement qui pourrait avoir lieu, je pense que là, il y a des informations à propos des sources qui sont postées sur le chat et qui permettront au fur et à mesure de voir si l'action se met en place ou non. Parce que c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de savoir à 100% si quelque chose va avoir lieu, que ce soit le 6 ou à des dates qui seront proches du 6. Mais à mon avis, ça fait partie de la stratégie pour quand même annoncer un minimum, mais en même temps pas trop se dévoiler. Après, c'est à voir. Mais voilà. En tout cas, toujours la même chose. Si sur la région Île-de-France, il y a quelques personnes qui ont envie de faire une petite équipe, moi je suis partant pour participer à ce genre d'initiative. Donc voilà, à plus tard pour les personnes qui s'intéressent. Merci à nouveau ExoFly. Donc après, à vous de voir pour l'organisation, notamment pour l'IDF. Bien évidemment, après, peut-être qu'il y a des régionaux qui aimeraient aussi participer. Bref, on vous laisse libre de votre organisation. AHC, est-ce qu'on peut t'entendre à nouveau? Enfin, à nouveau, on peut t'entendre enfin. Ah, j'ai l'impression toujours pas. Allô? Ah, c'est quelque chose, ça. Ouais, c'est le seul... la seule solution, c'est redemander la parole à nouveau et revenir. Je ne sais pas si le support technique, notamment Gorbé, aurait une autre solution à proposer. Gorbé, par rapport à AHC. D'accord. Et du coup, bon, je pense que AHC, tu as entendu Gorbé qui nous gère le support technique. Donc, problème du micro, il faut aller dans les paramètres et voir comment tu peux solutionner tout ça. Bon. Alors, toujours dans dans cette sphère du 6 janvier, c'est une date qui va commencer à me marquer dans l'esprit, que je l'ai rapidement aperçu, il me semble que c'était ce matin sur les réseaux, et là, beaucoup de monde commence à en parler. C'est intéressant tant puisque c'est au sein de notre mouvement qu'on en parle. Et ça, c'est encore plus intéressant. Voilà. Bien, est-ce qu'il y aurait d'autres sujets d'échange, d'autres sujets de parole libre, d'autres témoignages aussi, pourquoi pas? Et n'oublions pas qu'il y a énormément de mouvements aussi au sein des ruches locales, mais aussi au sein du Discord, où il y a plein de choses qui se mettent en place. Bienvenue Guigui 294, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, super. Donc, je suis tout nouveau ici et je me posais une question, c'est que j'ai lu globalement le programme et j'ai vu assez vite qu'il y avait des idées autour de la refonte des médias et on parlait beaucoup notamment d'exproprier les propriétaires des grands médias et de faire un grand coup de ménage. Cependant, pour l'instant, je n'ai pas trop vu de tentative d'esquisse de façon dont fonctionneraient les médias une fois qu'on aurait fait le ménage dans tout ça. Et du coup, c'était pour savoir s'il y avait eu des groupes de travail là-dessus sur comment faire fonctionner tout ça, ou s'il y avait des personnes motivées pour réfléchir à ça, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Merci. Merci Guigui pour ton interrogation par rapport effectivement à cette idée de faire en sorte que l'oligarchie médiatique cesse et qu'elle évolue vers d'autres types
de médias d'information réels et concrets, si je puis dire ça comme ça, concrètes, pardon. Tu poses la question, ben, j'espère que des gens dans l'Assemblée pourront réagir là-dessus. Merci à toi en tout cas pour ce sujet. Il y a Cholem qui est avec nous. Cholem, tu peux activer ton micro, nous t'écoutons. Oui, voilà. Moi, j'avais une question, puis finalement, par rapport à ce qui vient d'être dit, les histoires de nationalisation, enfin voilà. Bon, par rapport aux médias, bon, ça peut être vu de façon différente, parce que il y a effectivement les ordonnances de 44 qui interdisaient les regroupements des organes de presse aux mains des industriels. Ça, c'était les ordonnances de 44 sur la presse qui ont été faites par les déportés et les résistants. Bon, la presse, c'est plus tout à fait la même, c'est-à-dire que bon, maintenant, c'est plus les mêmes coûts, hein. Il y a qu'à regarder Mediapart, voilà. Donc peut-être que l'approche peut être un peu différente par rapport aux histoires de nationalisation qui étaient peut-être dans l'idée en 44. L'approche est peut-être maintenant un petit peu différente dans la mesure où Mediapart le prouve, il suffit qu'il y ait des solutions Internet qui permettent de mettre en place des médias participatifs. Vu que Mediapart, c'est médias participatifs d'un côté, et puis que de l'autre côté, c'est vrai que Radio Nova le montre, quoi. Je veux dire que Guillaume Meurice se barre, adieu France Inter, et finalement tout le public il va chez Radio Nova. D'accord. Bon, moi j'ai pas regardé dans le détail comment fonctionne Radio Nova, mais finalement les questions financières, elles sont plus peut-être forcément d'actualité. Voilà, bon, à mon avis, hein, bon, mais ça c'est un petit peu vu de loin. Après, l'autre chose, moi par contre, comme il y a les questions là, il n'y avait pas trop de questions. Une question que je voulais poser, qui évidemment est forcément parfaitement connue de vous, c'est que bon, au niveau des élections, il n'y a pas de, il faut éviter qu'il manque 400 000 voix comme aux dernières élections. Donc ça veut dire qu'aux élections présidentielles, il faut arriver groupé. Mais après, quel est le positionnement par rapport à LFI justement, c'est-à-dire que comment le truc va s'imbriquer ou pas, ou est-ce que le seul succès que l'on aura sera de faire échouer encore comme en 2022, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà. Donc ça, je me permets de poser la question parce que j'ai pas fait nantis, j'ai même pas fait l'effort d'aller regarder le positionnement du mouvement par rapport à ce point-là. D'accord? Voilà, c'est tout. Ok, merci Cholem. Encore une fois, j'espère, j'allais dire, que les participants, les 80 participants de nos causeries ont bien entendu ton interrogation et que certains d'entre eux pourront avoir envie d'apporter des éléments de réponse là-dessus, bien évidemment. Merci en tout cas à toi pour ce sujet. On va écouter maintenant Michael. Michael, ton micro est déjà ouvert, donc vas-y, on t'écoute. Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, donc juste pour répondre aux deux précédentes interventions, moi je pense qu'il y a déjà pas mal de médias alternatifs sur Internet qui marchent par souscription, hein. On peut penser à Canard Réfractaire, on peut penser à certains médias qui marchent par souscription sur Internet depuis déjà un moment. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, les limites de la souscription sont quand même là dans un contexte d'inflation et de problèmes de pouvoir d'achat. C'est que il fonctionne bon gré mal gré, il se génère des revenus suffisants pour pouvoir faire fonctionner des journalistes à temps plein au SMIC, mais ça reste fragile économiquement. Donc, si demain, effectivement, il n'y a plus de mainmise des milliardaires sur les grands médias, il faut repenser un modèle économique par rapport à ça au niveau de la masse salariale qui va fonctionner. Moi, en tout cas, dans ma région, il y a une chaîne locale qui est en très grande difficulté financière, qui est en redressement. Et en fait, ça a aussi une incidence directe sur l'ensemble de la chaîne de production audiovisuelle, ça faut quand même pas l'oublier. Parce qu'effectivement, les diffuseurs, que ce soit chaînes de télé ou autres médias, ont un impact direct sur la production audiovisuelle, documentaire, même de fiction. Et tout ça, c'est un peu pas encore vraiment expliqué dans le programme actuel. Moi, je suis directement dans ce genre de domaine, donc je le vois directement. Il y a une concentration qui fait aussi qu'il y a des choix de sujets qui sont abordés et d'autres qui le
sont pas et que c'est pas évident de faire des effets de levier financiers par rapport à certains choix de sujets. Voilà, donc tout ça, ça fait un peu beaucoup d'éléments économiques sur une transformation du modèle audiovisuel en général. Et donc ça implique, à mon avis, plus de recherche là-dessus, en lien aussi avec l'aspect dire culture du programme. Et voilà. Donc je voulais juste rajouter ça. Il y a des tentatives de médias alternatifs qui sont pérennes pour l'instant sur un plan économique, mais ça reste très fragile, donc il faut que si ça veut sortir et avoir une audience plus générale, il faudra trouver un modèle économique correspondant. Voilà. Merci, Michael. Merci pour avoir apporté quelques éléments de réponse déjà, me semble-t-il, à des interrogations qu'on a pu entendre. Et puis en même temps apporter ton sujet à toi, bien évidemment. Alors, il me semble que Lynx est revenu parmi nous. Peut-être qu'on va lui accorder la parole puisqu'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Lynx, on t'écoute. Ah, finalement, il n'a plus voulu prendre la parole. Par contre, je crois qu'il y a Cholem qui a activé son micro. Peut-être que Cholem veut réagir. Cholem ? Oui, justement. Alors, c'était justement pour répondre, par rapport à ce qu'il vient de dire, effectivement. Je réfléchissais. Moi, j'étais abonné 2 fois à Mediapart. Bon, je veux plus y être. Je veux plus du tout y être. J'étais abonné 2 fois. Mais pour suivre la guerre d'Ukraine, je suis obligé de dire qu'en fait, c'est pas les articles qui m'informaient. C'était les contributions et les forums. Et ce n'est pas sans rappeler des choses que peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas connues, qui étaient les newsgroups qu'on appelait autrefois, c'est-à-dire où c'était qu'un an participatif, avec Thunderbird qui est un super navigateur qui permettait d'accéder dedans. Donc quand on parle de modèle économique, évidemment, si on pense à un journal qui joue les doubles casquettes, c'est-à-dire d'un côté d'informer et d'un autre côté laisser la place au débat et à les informations, il peut y avoir, je pense, c'est à regarder de près, mais ça a existé, je suis désolé, ça a existé, et ça marchait très très bien. Ça marchait vraiment très très bien. Il y avait des forums, par exemple, sur des questions juridiques, par exemple, moi qui m'ont rendu énormément service, et c'était uniquement contributif, il n'y avait pas de modèle économique, tout était gratuit. Donc on peut très bien imaginer, voilà, moi je suis désolé, je suis pas un rêveur, on peut très bien imaginer un système où il y a des informations de base qui sont des dépêches à l'AFP ou Dieu sait quoi, voilà, et derrière, le même système de canevas, de participants, et qui chacun contribue et apporte des informations. Voilà. Et là, à ce moment-là, le modèle économique, c'est zéro. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe, quoi. Moi, je pense qu'entre ce que permet la technique et ce qu'elle a déjà permis jusqu'à présent, souvent je me dis mais putain, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas un autre Mediapart, quoi. Vous voyez, c'est ça. Mais après, je suis d'accord que si on reste avec une approche classique où ce sont des mecs qui font l'investigation, etc., et qui font les articles de base, moi je le répète, moi dans Mediapart, j'en apprenais beaucoup plus avec les réponses et les participants des intervenants, des interventions de mecs qui n'étaient pas journalistes que du journaliste lui-même. Ça, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et nous t'en remercions, Cholem, par rapport à ta seconde intervention, très éclairante, très éclairante. Merci beaucoup. Lynx, tu étais là tout à l'heure, tu es reparti, moi je te donnais la parole. C'est bon, cette fois, tu souhaites prendre la parole? Ok, c'est une mauvaise manip, mais juste pour ricocher, aller dans le même sens que l'intervention juste avant. C'est-à-dire que modèle économique, c'est comme un truc qui est périmé, en fait. Le modèle économique, c'est bon pour ceux qui veulent faire du fric. Après, il y a, suivant la pertinence, en fait, c'est la pertinence qui fait qu'il y a un audimat, à savoir, par exemple, il y a des gens qui commencent à s'inviter les uns les autres, ça fait un peu amis, mais c'est vrai que ça devient une amitié dans la résistance, dans la dissidence. L'instant, on sait qu'on prend beaucoup de risques à prendre des points de vue très engagés comme Juan Branco. Alors, je vais citer par exemple Idriss Aberkan, il y a Mike Borowski de GPTV qui prend la peine d'aller voir Juan Branco à la sortie de son procès, à sa conférence de presse, faire des très beaux montages.
Bref, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent pour donner une super image de Juan Branco. C'est très très rare. Idriss Aberkane fait partie des rares personnes qui parlent de Juan Branco régulièrement, qui reprennent des commentaires, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est l'interactivité, c'est participer au chat. D'instant où ce que vous dites dans le chat est remarqué, ça apparaît. Idriss Aberkane fait partie des personnes qui publient, qui affichent vos commentaires, qui les reprennent. Bref, dès l'instant où vous parlez pas de n'importe quoi, par exemple que vous évoquez l'opération Mockingbird 2.0, une notion qu'a sorti Candace Owens, Tucker Carlson, c'est des gens qui sont avec, dans leur cave, un micro, une caméra, et il y a beaucoup de gens comme ça qui disent allez-y, soyez tous des médias, bougez-vous au lieu d'attendre les réponses de je sais pas qui d'autre. Donc c'est à chacun en fait d'investir, ça coûte pas une fortune, d'être très explicite, et par justement la rhétorique, par le fait que d'être capable de parler de tout, de l'AES, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel, c'est quand même très très important ce qui se passe là-bas. Ce serait bien qu'en France justement on s'inspire là-dessus, quoi. Le putsch, c'est hop, on prend De Gaulle, c'est ce qu'il a fait. Voilà, c'est un putsch. Hein. Quand il y a rien qui bouge, et ben à un moment donné, c'est voilà. Bref, Juan Branco en parle beaucoup mieux que moi. Mais bref, donc pour résumer, à la sortie, aux oubliettes, les trucs économiques, là, je sais pas quoi, c'est à chacun de proposer quelque chose. Il y a la pilule rouge, par exemple, c'est un autre média. Il y a Slobodan Despot, il y a Swissbox, il y a énormément de gens qui sont très très pertinents, proposent des choses fabuleuses, avec vraiment 3 fois rien comme moyen, pas de subvention, rien du tout. Il y a des gens, vous pourrez proposer qu'on vous file 1 euro, 5 euros, 10 euros suivant vos moyens. Et bon bref, donc du coup c'est un super appel à, comme les ruches, l'autonomie, chacun bosse. Et j'ai la chance, fait juste un petit clin d'œil à la ruche Ariège qui commence à décoller, avec des gens fabuleux, une femme du CNRS, avec un parcours de dingue, des personnes de 80 ans qui ont des parcours de dingue. Donc voilà, petit à petit, tout le monde amène du pollen et ça peut que faire des récoltes de ouf. Je rends la parole. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Lynx pour ces paroles sages. Effectivement, moi j'ai toujours tendance à dire tout doucement et sûrement, animé d'une même flamme. Voilà. Merci à toi. Bon, il y a du monde là qui demande l'intervention. Alors, on va essayer de laisser ceux qui n'ont pas encore intervenu, c'est-à-dire Composer, si je ne me trompe pas. Ensuite, ce sera Guigui et enfin Michael. Donc, on commence par Composer qui a déjà son micro ouvert. On t'écoute. Bien. Bonsoir. Comment est-ce que le peuple français a pu élire Emmanuel Macron 2 fois? Comment est-ce que Marine Le Pen s'est retrouvée au dernier tour lors de ces élections? C'est à cause des médias. Comment est-ce que le système arrive à mettre ces personnes au pouvoir? C'est en utilisant les médias. Quelques mois avant les élections, quand l'oligarchie américaine et française se sont mis d'accord sur leur candidat, Emmanuel Macron a paraît-il eu 3000 impressions. Le peuple français le voyait chaque jour sur les magazines à la une, sa tête était partout. Voilà comment les oligarques, pour l'instant, font pour mettre ceux qui veulent voir au pouvoir, au pouvoir. La bataille, c'est au niveau de la communication. Et le régime a l'avantage. Chaque soir, c'est près de 8 millions de Français qui regardent les infos. Il y a 2 médias, paraît-il, qui cumulent cette audience chaque soir le 20h. Et dans le 20h actuellement, quelle est la propagande et la manipulation qui est faite? C'est ceci. La Russie ou Poutine, c'est un monstre. Tous les problèmes du peuple français, c'est les musulmans. Et en dernier, la France insoumise est antisémite, c'est-à-dire il ne faut pas le voter pour lui. Donc c'est de la propagande et c'est de la manipulation. Et le problème, c'est qu'ils ont l'avantage parce que c'est chaque jour. Donc si vous voulez essayer de gagner aux prochaines élections, il faut
batailler sur la com. Donc là, il y a le 6 janvier, on m'a répondu que c'est par rapport aux agriculteurs. Voici ce que je propose. Sur le terrain, les abeilles descendent avec eux. Donc vous achetez des formats A4, une pile de formats. Vous faites une impression ou bien vous faites ça à main levée où vous mettez le lien de par exemple, il y a des abeilles qui peuvent avoir des liens pour Facebook, d'autres abeilles qui peuvent avoir des liens pour Discord, et vous partagez ça aux gens qui manifestent, des agriculteurs, et même à ceux qui ne manifestent pas, qui regardent les manifestations. Vous pouvez utiliser cette formule. Souveraineté au peuple, rejoignez la ruche Juan Branco. Souveraineté au peuple, rejoignez la ruche Juan Branco. L'objectif de cela, c'est d'augmenter l'audience sur l'ensemble des réseaux sociaux de la ruche Juan Branco. Ça, c'est sur le terrain. Sinon, pour ce qui est d'augmenter l'audience à partir d'Internet, il y a déjà une opération, quelque chose qui est en train d'être vu, qui devrait permettre sur les mois qui vont suivre cette année-ci, d'avoir plus de 2 millions de personnes en plus en termes d'audience dans les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Discord. De sorte que, par exemple, sur Discord, au lieu d'être 77 dans une conférence aux causeries du Point de Feu, nous serions plutôt 10 000. La bataille, pour l'instant, c'est au niveau de la com, et les gens du régime sont en train de la gagner. Ils ont 8 millions pour 20 heures. Donc, je propose de descendre sur le terrain avec, vous pouvez imprimer, ça ne devrait pas coûter très cher. Chaque ruche qui a, par exemple, 100, c'est-à-dire les petits rectangles. Vous découpez le format A4 en petits rectangles, vous mettez un réseau social, un lien, vous proposez ça, vous tendez la main. Ceux qui prennent, les manifestants prennent, ceux qui ne prennent pas, ils ne prennent pas. Et de même, ceux qui regardent les manifestations, ceux qui prennent, ils prennent. Donc, il faut augmenter l'audience afin d'atteindre, comme a dit Juan Branco, une masse critique. Et donc, avec cette audience qui est dans Discord ou sur Facebook, etc., il s'agira de leur donner une espèce de formation, de leur faire prendre compte de la situation afin qu'ils sachent nommer leur ennemi et détruire l'ennemi, pour reprendre les expressions de Juan Branco. Donc voilà une proposition sur le terrain, etc. Eh bien, merci Ucompo. Quelque chose de très très pratique, de très concret que tu viens de nous proposer, après une analyse naturellement de la situation très clairement que moi je partage. Je me permets ce point bien évidemment. Donc après, encore une fois, les ruches locales sont autonomes, sont libres d'agir ou pas, d'intervenir ou pas. Mais bon, pour moi, l'idée me paraît vraiment très pertinente. En tout cas, ce que tu viens de proposer me semble non seulement pertinent, mais qui peut être très efficace, parce que oui, il faut de la visibilité, bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Compo. Je te proposerai naturellement, si dans la mesure du possible, si tu peux nous faire un topo sur le chat directement, par rapport à tout ce que je viens de dire, comme ça, on a de l'écrit. Ce serait sympa de ta part. Merci beaucoup. Alors, il y a du monde qui arrive. Je vois des gens qui n'ont pas encore intervenu, donc tous les personnes qui ont déjà intervenu, je vous demande d'être patients, parce qu'il faut d'abord qu'on laisse aussi la parole à ceux qui n'ont pas encore eu. Donc, on va écouter Saïdril. Saïdril, à toi. Merci beaucoup. Bonjour. Par rapport aux différentes choses qui ont été dites, pour ce qui est du 6, c'est bien de faire connaître le mouvement et la candidature de Juan Branco, mais aussi je pense que les agriculteurs, ils sont dans une dans une difficulté qui fait que le 2027 c'est vraiment loin, et donc peut-être aussi discuter de ce qui est possible directement, c'est-à-dire dans le cas, après c'est hypothétique, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on a eu des cas pendant les Gilets jaunes où la bascule entre le pouvoir a été très proche. Être prêt à donner des idées, parce qu'il y a quand même des choses qui sont quand même posées, et continuer aussi entre ruches de bien discuter dans le cas possible où il y aurait un basculement, de savoir qui pourrait faire quoi pour ensuite prendre les rênes du pays, parce que je sais que ça peut paraître un peu
étrange, mais comme ça a été dit juste avant, c'est pas forcément l'élection qui va donner la solution à nos problèmes en fait. Je sais bien que une révolte, il y en a eu plein d'autres, mais justement c'est l'occasion de discuter avec les agriculteurs qui seront là et potentiellement ceux qu'on connaît près de chez nous, pour pas refaire les mêmes erreurs que ce qui a été commise. Voilà, c'était pour dire ça. Et merci Saïd Ril pour tout ce que tu viens de dire. Je pense que beaucoup partagent ce constat-là. Et donc oui, effectivement, quelqu'un parlait sur le chat, si je ne me trompe pas, de créer l'interaction. Effectivement, c'est ça. C'est exactement ça. Merci à toi. Alors, désolé, je vais juste donner la répartition des interventions. Donc 1, Guigui, 2, Cholem, 3, Michael et 4, Exofly, pardon. Donc Guigui, on t'écoute, ensuite sera Cholem et puis Michael et enfin Exofly. Guigui, on t'écoute. Merci à tous pour ce que vous avez dit. Je souhaiterais rebondir sur certains points. Donc, je suis d'accord totalement avec l'idée que voilà, quand on a un nombre très limité de médias à la télé qui concentrent autant la population, ça pose un problème d'audience. Il y a un deuxième problème qui a été un peu esquissé aussi. C'est quand on a parlé du nombre d'impressions de Macron qu'il y a eu en quelques jours à un moment. C'est l'idée que les médias indépendants aujourd'hui, ils peuvent avoir une structure, ils peuvent exister, même et justement au-delà d'avoir un budget juste de manière indépendante et une personne avec son micro comme Lynx en parlait. Mais c'est assez limité déjà parce que ça dépend de plateformes qui sont elles aussi détenues par des oligarques. Déjà, on voit bien les réunions entre Trump, Bezos, Musk et tous leurs copains. Donc, il y a déjà sur ces plateformes une censure possible, parfois mise en place, parfois qui ne l'est pas. Et il y a aussi d'autres questions d'algorithmes qui sont là juste pour maximiser les profits. Et ces mêmes algorithmes viennent par voie de conséquence en fait favoriser l'entre-soi et le fait qu'on soit toujours exposé à des discours qui nous confortent dans nos idées même si elles sont fausses. Et ça crée un vrai problème parce que être indépendant c'est bien, dire ce qu'on pense c'est bien, même dire ce qu'on croit vrai et ce qu'on a recherché et qui nous semble vrai c'est bien, mais on est quand même limité en tant qu'individu par 35 heures, par nos 24 heures qu'on a dans la journée, nos 7 jours dans la semaine, et on a un travail à côté et une famille, etc. Donc la capacité justement de ces médias dits de une seule personne à vraiment apporter au moins tout ce qu'il faudrait comme quantité d'informations et l'apporter à tous les citoyens, c'est limité. C'est même pas, c'est une solution, mais c'est une solution temporaire et qui sera jamais parfaite et même qui est très loin d'être parfaite. Et du coup, pour moi, il faudrait qu'on réfléchisse ensemble à des façons de fabriquer de l'information ensemble à la mesure de nos moyens pour permettre déjà aux gens de s'exprimer, d'exprimer leurs avis et aussi de comprendre pour que chacun, voilà, par notion de liberté d'expression, mais aussi pour connaître la vérité et établir ensemble, trouver des moyens de ensemble fabriquer l'information petit à petit à partir des observations de tous les jours, à partir parfois de données brutes qu'on peut trouver même par des organismes indépendants ou juste des organismes fiables par essence. Et voilà, c'est comment est-ce qu'on veut faire ça et est-ce que vous trouvez que ça a un intérêt? Voilà, je vais laisser les autres réagir. Merci. Merci beaucoup pour Guigui pour ton intervention. Tu as exprimé ce que tu souhaitais et ça nous va bien.
Alors, j'avais cité un certain nombre de personnes qu'elles puissent intervenir, mais il y a Jack Kala qui vient d'arriver et qui n'a pas eu encore l'occasion d'intervenir. Donc, on va d'abord l'écouter. Jack, on t'écoute. Oui. Moi, je pense que nous sommes responsables de la montée du Front National. Parce que moi, ça fait 55 ans que je milite et je suis confronté toujours au même problème. Nous avons une majorité de gens qui regrettent l'absence de démocratie. Or, on n'est pas capable de proposer un projet de société qui fédère tout le monde. On va aux élections, il y a 10 programmes qui sont balancés, on se disperse dans tout un tas de programmes, alors qu'on a tous la conscience de l'absence de démocratie et on n'est pas capable de former un projet de société. Alors, je voudrais bien faire la différence entre ce qu'est un programme et ce qu'est un projet de société. Il y avait à l'Agora, la première Agora, il y avait le couple Beauvillard, le couple Beauvillard qui présentait un programme qui divisait en 2 parties, le programme court et le programme long. Le programme court, c'est moi ce que j'appelle le projet de société, c'est-à-dire ça n'est pas un programme, ce n'est pas une liste à l'après-vert de solutions, de propositions, c'est pas ça. C'est la caisse à outils, c'est le cadre dans lequel ensuite on élaborera un programme. Or, si on veut à un moment donné avoir un poids politique, et si l'on veut faire une révolution, c'est possible, mais il faut avoir ce cadre, il faut avoir ce projet de société. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Or, c'est jamais défini. Nulle part, je vois de projet de société. Je vois qu'une succession de programmes et on se divise tous alors qu'on est tous conscients qu'on n'est pas en démocratie. Et au lieu de s'attaquer à ce problème-là, on trouve des solutions ici. Moi, je m'en fous. Il faut un peu moins de ceci, un peu plus de solidarité, un peu plus... Mais tant qu'on n'a pas le pouvoir, c'est pas nous, c'est pas eux qui le feront. Ils nous ont mis dans cette merde, c'est pas eux qui vont nous en sortir. Donc tant qu'on ne propose pas un projet de société qui puisse fédérer les gens autour de ce projet, on n'aura rien. C'est pas la peine de discuter de tout un tas de problèmes. Les médias, tout ça, mais qui c'est qui va les empêcher de le faire? Puisque c'est eux qui ont le pognon, c'est eux qui font tout. Donc il faut qu'on propose, qu'on soit capable de proposer quelque chose. Or, il y a ceux qui parlaient de l'audience, et je suis tout à fait d'accord, mais l'audience, si on n'est pas capable de proposer un projet de société et à construire collectivement, on ne s'en sortira pas. Voilà, c'est tout. Très bien. Merci Jack pour ton intervention et ton éclairage sur certaines, enfin sur ta vision. Maintenant, on va peut-être essayer de donner la parole. Alors, le classement de tout à l'heure, je ne me rappelle pas, donc je vais dire Cholem, puisque Cholem a déjà ton micro ouvert. Bon, très bien. Après Cholem, Michael, Exofla, et puis Ucompo qui redemande la parole. Ah, je suis très content. Bon. Oui, voilà. Oui. Je suis très content de prendre la suite par rapport à la personne qui vient de parler. Voilà. Parce qu'effectivement, bon, lui dit, oui, c'est un petit peu notre faute, etc., parce que programme, ceci, cela, etc. Alors, moi, je vais parler, mais je pense que c'est peut-être un biais, c'est que je suis un optimiste maladif. Alors, j'invite les gens à réfléchir à ceci. On ne gagne pas des élections, si vous voulez, ce sont les autres qui les perdent. Vous pouvez regarder la révolution bolchevique, si vous voulez. C'est pas les bolcheviques qui ont gagné, pas du tout. C'est que c'est tout simplement l'armée russe, y compris l'armée cosaque, et qui était tellement con, tellement dessous de tout, que de toute façon, ils n'avaient pas d'autre choix que de perdre. L'aristocratie russe et avait un comportement tellement débile, tellement odieux, tellement déplacé, qu'ils ne pouvaient que perdre. La révolution algérienne, le comportement de la France était tellement minable, tellement en dessous de tout, qu'on ne pouvait que perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez prendre plein de phénomènes. Moi, si vous voulez, je suis en Aquitaine. C'est pas Pierre Urmic qui a gagné les élections de Bordeaux. C'est tout simplement l'équipe sortante était tellement nulle qu'il n'avait pas d'autre possibilité que de perdre. Pour ceux qui s'intéressent à la question, Urmic a gagné la mairie de Bordeaux. Il ne faut pas oublier qu'au premier tour, Poutou avait 12% des voix. Au deuxième tour, il avait encore 10% des voix. C'est pas Urmic qui a gagné. C'est tout simplement l'équipe en face qui est complètement nulle et qui ne pouvait que perdre. Comment ça s'applique à notre situation actuelle?
On dit, il y a programme, il n'y a pas programme, il faut un bon programme, etc. Bon, je suis pas aussi pessimiste que ça, même si je suis optimiste maladie. La preuve, c'est qu'on est arrivé, LFI est arrivé à 400 000 voix. Il est prêt au second tour. D'accord? Bon, très bien. Les conditions de réussite, si vous voulez, pour une gauche, une extrême gauche, si vous voulez, n'ont jamais été aussi hauts. Je suis désolé de vous le dire, elles n'ont jamais été aussi hauts. C'est un déchaînement de violence contre LFI, par exemple. Ben, c'est pas pour rien. C'est parce que ils ont effectivement atteint 23%, et je suis persuadé au fond de moi qu'ils sont pas loin des 30%. D'accord? Pourquoi? Parce que le génocide à Gaza, ça fait 2 ans que ça dure, et on s'aperçoit que même Fikenko est en train de revenir en arrière, ils sont en train de se chier dessus. Le Netanyahou est en cour pénale internationale criminelle. Bon, ça se sait. Pour ceux qui sont désespérés, je vous rappelle que j'ai connu les élections européennes. D'accord? Il y avait un battage médiatique de ouf. Ils nous ont cassé les couilles que si on ne votait pas l'Europe, on était des nazis, etc., etc. Eh ben, c'est le non qui l'a emporté. Avec un battage médiatique de ouf. J'insiste, c'est parce que les gens s'en rappellent. C'est vrai que ça date de pas mal de temps. Bon, pourquoi j'ai dit que les conditions n'ont jamais été aussi élevées? Pourquoi? Regardez les commissions d'enquête parlementaire sénatoriales. Plus de 200 milliards donnés aux entreprises. Les entreprises, elles sont internationales. Elles reçoivent de l'argent, elles n'ont pas besoin d'argent, elles reçoivent de l'argent. Ceux qui ont regardé l'actualité, vous avez Michelin qui vient de rembourser 4,3 millions d'euros de subventions. Ils ont remboursé, je crois, le 11 décembre. Et Michelin a dit, rien ne nous oblige à rembourser cette subvention, on la rembourse, ça y est, c'est fait. D'accord? Bon. Tous ces éléments-là, on nous parle de troubles de la sécurité, etc. Quand les gens ils vont découvrir, si vous voulez, ces éléments-là, qu'effectivement, mais je suis désolé, des entreprises internationales reçoivent de l'argent, mais à quel titre? Ils sont déjà bénéficiaires. Bon, et on leur donne de l'argent d'aide. Et il n'y a aucun contrôle sur l'aide qui est donnée. Même Lise Lucia fait des émissions là-dessus, et la commission d'enquête parlementaire l'a dit. Très bien. Deuxième chose, les cancers... Cholem, désolé de te couper, Cholem. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'attendre pour prendre la parole. Donc, si tu pourrais conclure, s'il te plaît. J'ai 2 trucs à dire. Oui, je conclue. Bon, donc, les cancers sont en hausse, forte hausse des cancers chez les jeunes. Qui c'est que ça fait rigoler? Personne. Et derrière, on nous impose une loi du plan malgré 2 millions de pétitions. Et derrière, les projets je termine avec ça, la seule chose qu'on nous propose, c'est une guerre avec 800 milliards à dépenser pour l'Europe. C'est ça les budgets. Donc, ils sont ridicules. Donc, moi, je ne comprends pas comment une opposition par rapport à ça peut perdre. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, la question, c'est pas de question d'être propriétaire des médias, c'est de présenter ces arguments de la façon la meilleure. Et j'insiste auprès des gens, regardez bien ce qui se passait pour l'Europe. Un battage médiatique de ouf. Et c'est le non qui l'a emporté. Voilà, c'est tout. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas répéter à l'envi les moyens. Et je pense que c'est ce qu'a dit d'ailleurs LFI. C'est que quand ils sont en campagne, évidemment, des débats, ils emportent haut la main. Je crois que c'est cette petite machine qu'il faut arriver à diffuser. Et les grands médias, on s'en fout, parce que les gens, ils sont pas idiots. Et là, les situations sont tellement grotesques, ubuesques, ridicules. Moi, je pense que je vois pas comment les trucs peuvent être perdus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pour mettre du bon au cœur à tout le monde, pour une bonne année 2026 à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Cholem. Merci pour la bonne année. Merci. Effectivement, j'en profite rapidement pour souhaiter la bonne année à tout le monde, même si je me suis permis de faire un message sur le général du Discord où j'ai eu pas mal de retours, et merci à vous. Merci beaucoup, Cholem. Alors, on va écouter Bamevla, qui n'a pas encore eu la parole. Donc, les autres, désolé, il va falloir patienter encore un peu parce que Bamevla n'a pas encore eu la parole. On t'écoute. Oui, bonjour à tous. Là, je vois que vous êtes parti pour définir des ennemis, etc. Donc, je vois que vous définissez l'ennemi comme le Front National ou le Rassemblement National, comme vous l'appelez, comme vous voulez. Donc, je vois que les Castors Juniors sont prêts à faire barrage. Mais je pense que l'ennemi, il n'est pas là. L'ennemi, c'est l'éléphant qui est au milieu du couloir que personne veut voir et personne ne veut parler, qui est l'Europe. Et particulièrement, non pas l'Europe en tant que ce secteur géographique, mais l'Union européenne, cette mafia qui s'appelle l'URSS, qui est en train de nous maltraiter dans tous les sens et imposer à la France
tout un tas de mesures qui desservent le pays, donc la France, qui devrait avoir des frontières pour pouvoir gérer décemment l'économie, et donc c'est-à-dire la finance, les biens et les personnes qu'on veut accueillir et qu'on veut laisser circuler, mais aussi toutes les ingérences au niveau des lois qui fait que on peut plus rien décider. On nous parle souvent des ingérences russes et en fait moi je m'aperçois que les ingérences sont américaines, parfois anglaises, mais surtout européennes. Et là j'aimerais bien qu'on se pose vraiment la question de bien définir pour contre qui on se bat. Donc je vois que les Castors Juniors sont prêts et je pense qu'on n'est pas une succursale de la LFI pour faire barrage et de traiter des vrais sujets. Mais si on veut traiter des vrais sujets, tant qu'on en a un pêcheur de tourner en rond qui est l'Union européenne, je vois pas ce qu'on va pouvoir faire. Donc je pense qu'à travers toutes les actions qu'on peut faire, c'est de saisir les opportunités qui nous sont données, notamment là ici via les agriculteurs, pour essayer de mettre un coin dans la porte, pour secouer un peu ce cocotier d'Union européenne qui nous casse les pieds à tous les étages. Donc j'aimerais aussi avoir une petite question sur ceux qui sont à la tête du mouvement de Juan Branco. J'aimerais avoir une position claire de Juan Branco sur la sortie de l'Union européenne et qui ne peut pas se limiter qu'à un seul RIC en disant bon, on fera un RIC et puis on verra bien. Non, on verra pas bien parce que ce genre de choses, ça se prépare. Il faut que ça soit organisé si on va faire quelque chose de propre. J'aimerais, voilà, qu'est-ce que vous en pensez et s'il y a des choses au niveau de la direction de Juan Branco ou des gens qui l'entourent, s'il y a quelque chose qui est préparé dans ce sens-là. Merci de m'avoir laissé la parole. Bien évidemment, avec plaisir. Mais là, ici, la parole est libre, on la laisse lorsqu'on la demande. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors, ceux qui souhaitent réagir, alors juste pour précision, il nous reste encore 8 minutes de témoignages, de sujets, d'échanges, etc. On va pouvoir effectivement laisser les anciens qui ont déjà intervenu pouvoir réagir à nouveau, à savoir Michael, Exofly et enfin Ucompo. Alors, je précise juste que s'il y a une nouvelle demande de quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole, vous comprendrez que la priorité, ce sera cette personne-là. Merci. Donc, Michael, Exo et Ucompo. Michael, on t'écoute. Oui, donc juste pour réagir à un peu ce qui a été dit suite à ce que j'ai dit. Quand je parlais de modèle économique, ça ne veut pas forcément dire que c'est des grosses sommes, hein. Moi, en l'occurrence, je travaille dans l'audiovisuel et la culture depuis 20 ans et j'ai énormément de travail personnel. J'ai travaillé sur des très petits budgets et de façon assez artisanale. Ceci étant, j'ai quand même réussi à réaliser un certain nombre de choses. J'ai eu un peu d'argent public, mais tout ça est assez chiffré. Et puis est assez ridicule par rapport à certains montants qu'on peut avoir ailleurs. Donc en fait, effectivement, moi je suis un peu un exemple parmi d'autres de possibilités dans les milieux culturels de travailler un peu autrement. Cela étant, quand je parle de modèle économique, c'est parce que tout ça, ça reste très fragile, et qu'au fur et à mesure des années, j'ai vu les choses empirer. Et je pense que les gens qui sont dans le milieu de la culture comprennent ce que je veux dire, peut-être moins ceux qui ne le sont pas. Mais il y a des choses qui s'empirent. Et donc c'est par rapport à ça que je dis qu'il faut redéfinir une manière de rendre pérenne l'activité de tout un chacun. Alors on parle de la culture, mais on peut parler d'autres domaines. On peut parler effectivement de l'agriculture aussi, parce qu'ils sont énormément soumis à la PAC. Donc là, je rejoins l'intervention précédente sur la critique de l'Europe. Je pense qu'effectivement, la PAC est une démarche qui a paralysé les agriculteurs et qui en a fait des gestionnaires de sol agricole, mais pas du tout des gens qui produisent et qui sont censés nous nourrir. Donc il y a des choses beaucoup à remettre à plat. Moi, je suis un peu dans la réflexion de gens comme Bernard Friot sur la perspective de remettre en question la notion de salaire et la notion d'emploi. Je vous envoie un peu vers ça. Et j'ai aussi une vision critique de ce que c'était de ce qui a été créé avec le ministère de la Culture, via par exemple ce qu'on a essayé de créer après la guerre, qui s'appelait l'éducation populaire, et par une femme qui s'appelait Christiane Faure, et qui a été un peu balayée par les politiques après la guerre pour pouvoir créer le ministère de la Culture sous Malraux et tout ce qui a suivi derrière. Donc je suis plutôt dans cette veine de critique-là, à me dire qu'il faudrait recréer un ministère de la Culture qui soit pluriel, avec plusieurs cultures,
Puisqu'effectivement, on ne parle plus de culture syndicale, on ne parle plus de culture agricole, on ne parle plus de culture ouvrière, on ne parle plus de tout ça. Et on a simplement résumé la culture au monde de l'art et au monde de l'art contemporain en particulier, sous l'impulsion du programme du plan Marshall après la guerre. Donc voilà, j'ai un peu esquissé tout ça dans différentes remarques que j'ai faites par écrit sur le forum. Je vous renvoie à ça. Et moi, je viens de démarquer ici, donc je ne connais pas encore le fonctionnement de tout le monde, mais en l'occurrence, j'apprends beaucoup de choses aussi dans les différentes interventions et je vous remercie pour rapport à ça. Voilà. Bonne année à tous. Merci Michael, merci beaucoup de faire partie de cette aventure humaine et naturellement continuer d'apprendre hein, parce que nous tous, moi il fut un temps, je venais d'arriver un peu tout frais, tout neuf comme toi et j'ai appris au fur et à mesure. Donc bienvenue à toi et n'hésite pas à revenir vers moi si nécessaire. Alors je sais pas dans quelle ruche tu es, mais je pense que tu dois être dans une ruche locale. Voilà. Rapproche-toi de ton référent et continue de naturellement étudier. Je suis sur la ruche 59 et je suis sur la ruche 59 a priori et j'ai aussi une campagne de financement participatif sur un projet documentaire si ça vous intéresse. Ok. En cours. Ok, super. Ruche 59, c'est avec Will Katz alors. Ok, super. Merci beaucoup, Michael. Alors, il nous reste très peu de temps, 4 minutes, donc il y aura 1 minute pour Edzo et 1 minute pour Ucompo. On vous écoute, les gars. Ok, je vais essayer de faire vite. Alors du coup, je voulais revenir sur ce que disait uComposer tout à l'heure, la proposition qu'il a fait à propos des flyers. Je trouve que c'est une excellente idée et ça fait partie des choses que je voudrais vous proposer de mettre en place avec les gens que ça intéresserait de participer à une sortie le 6 si on se regroupe. Au-delà de ça, à quoi ça servirait qu'on se regroupe? D'abord, ça permettrait qu'on se connaisse, qu'on fasse quelque chose ensemble et que, notamment grâce aux flyers, on fasse un petit peu parler des ruches autour de nous. Alors, pour le côté pratique de la chose, je mets immédiatement un petit message dans le chat. Vous pouvez commenter tracteur si ça vous intéresse et ensuite on peut, si vous voulez, se retrouver sur un salon vocal après la conférence. Ou une autre fois si vous n'avez pas la possibilité. Voilà, merci beaucoup. Excellent message. Juste 2 secondes, Ucompo. Excellent message, Exo. Moi, je te proposerais naturellement de driver ce que tu viens de dire là, de driver ça, de ne pas hésiter à te rapprocher de Quentin pour créer, pourquoi pas, l'événement sur le Discord R00. Et comme ça te permet de rassembler les bonnes volontés et pouvoir faire quelque chose de concret, bien évidemment. Merci à toi pour cette proposition. Ucompo, on t'écoute. Bien. Quelqu'un dit que les agriculteurs, les élections en 2027, c'est encore loin. Non, ça n'est pas encore loin. Pour moi, en fait, les élections, c'est tout à côté. En fait, les élections sont presque déjà passées. Les opérations de communication sur le terrain et sur Internet, pour obtenir des résultats concrets, ça demande du temps. Ça prend des mois. Vous n'avez qu'un an. Donc, il faut vraiment bosser dur sur le terrain. N'attendez même pas qu'il y ait des manifestations. Vous allez dans des restaurants aux airs libres, dans les carrefours. Si vous voulez vraiment vous battre, là, il ne s'agit même pas d'aller faire renverser le gouvernement comme au Népal, en Malaisie et en Madagascar. Là, il s'agit de descendre sur le terrain, amener les gens dans les groupes Facebook. Donc, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Les élections, c'est déjà tout à côté. Donc, pour celui qui a parlé de projet, il faut un projet de société et tout. Je crois me rappeler que si la personne est là, il faut aller dans proposition citoyenne, ce qui est tout en haut là, qui est accroché là. Donc, il y a un projet, etc., un certain nombre de projets, de modification de loi, etc. Par exemple, quelqu'un a parlé du référendum d'initiative commune ou citoyenne. Il y a aussi le projet de donner la décision au peuple de rester ou de quitter l'Union européenne. Bien, pour terminer, Banvel a dit quelque chose, bon ça c'est de la géopolitique. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont passés numéro 1 en termes de puissance militaire et les dirigeants européens se sont regroupés autour des États-Unis pour former le bloc dit occidental. Les États-Unis, Ursula von der Leyen, c'est quelqu'un qui a été formé par les États-Unis pour diriger l'Union européenne.
Hitler a eu l'idée de faire une nouvelle Europe, donc de réunir, de contrôler toute l'Europe, dans une Union européenne. Il est allé en Italie avec son avocat, et voilà, aller voir, etc. Donc, cet avocat, à la fin de la guerre, a été capturé par les Américains. Donc, parce que cet avocat a une liste de noms, il a un carnet d'adresses et tout, et il a des connaissances. Cet avocat s'est mis au service des Américains. Les Américains l'ont renvoyé en France, en Europe, où il a occupé un poste en Allemagne, et c'est lui qui a été le premier dirigeant de l'Union européenne. Donc, François Asselineau a fait des recherches dessus. L'Union européenne, c'est un truc américain. Et donc, pour les mondialistes, les milliardaires, les gens qui dirigent, des banquiers juifs et autres, l'AIPAC, en France c'est le CRIF, et autres organisations, il est hors de question que la France ou l'Allemagne quittent l'Union européenne. Il y a 7 militants de l'AfD, un parti de l'opposition, qui ont été assassinés. En fait, en Allemagne, on dit qu'ils sont morts dans des conditions suicides ou crise cardiaque. C'est faux. Ils ont été certainement assassinés. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ce parti est en tête dans les sondages et cette leader a été assassinée pour moi parce que ils ont dit que eux, ils prennent le pouvoir, ils retirent l'Allemagne de l'Union européenne. Pourquoi François Asselineau a du mal à passer le premier tour? Pourquoi est-ce que les Français ne pensent pas à voter pour lui? Parce que François Asselineau n'est pas présent à la fois dans les médias privés et dans les médias publics. Pourquoi? Asselineau a dit, il est président, le premier acte qu'il fait, c'est retirer la France de l'Union européenne. Si Asselineau, disons, prenons ce scénario, il arrive à être en tête dans les sondages, lui aussi, sa vie sera supprimée. Il faut bien comprendre que vous êtes dans un monde terrible. Donc, le peuple français a l'occasion de pouvoir nommer les bonnes personnes. Et si vous votez les bonnes personnes, la France va quitter l'Union européenne. Ça va empêcher les États-Unis, enfin l'État profond américain, parce que je pense que Donald Trump n'est pas dans l'État profond américain. L'État profond américain, c'est lui qui dirige les États-Unis depuis longtemps et c'est lui qui est à l'origine d'un certain nombre de désordres au Moyen-Orient. Et donc, l'État profond américain ne pourra plus utiliser l'Europe facilement pour pouvoir essayer de déstabiliser la Russie. Il a construit une image négative de la Russie pour détruire la Russie et après détruire la Russie, s'attaquer à la Chine. Donc, les élections de 2027 en France peuvent changer un certain nombre de choses dans le monde. Donc, oui, l'Union européenne, former des grands ensembles, l'Union européenne, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que cette Union européenne n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, elle est au service des oligarques, des riches, de la City de Londres, des Wall Street aux États-Unis, au détriment des populations. Donc, 2027, c'est un enjeu aussi à ce niveau. Sinon, il faut voir le projet de la proposition citoyenne. Bien. Merci, Ucampo. Alors, il est 22h03. Désolé pour celui pour lequel on ne va pas pouvoir accorder la parole. Il y a Benoît qui est là. Benoît, il était juste sur le fil du 22, donc on va l'écouter, Benoît. Je ne sais pas trop quoi dire étant donné que je suis sur le fil. Merci et bonsoir tout le monde, d'abord et merci de m'accueillir. Benoît, activiste pour la souveraineté populaire depuis plus d'une quinzaine d'années. Lorsque j'entends parler des questions de souveraineté, je pense qu'il y a un facteur qui est important qu'il faut prendre en compte, c'est que les peuples, et je parle bien des peuples, nous, citoyens, on n'a jamais été souverains. D'ailleurs, on n'a jamais été des souverains. On n'a jamais été des citoyens. On a été seulement des électeurs. Il ne faut pas confondre l'acte de voter et l'acte de élire. On nous appelle à voter alors que, en fait, on va élire, on va céder notre souveraineté à des tierces personnes. On va décider qui va décider à notre place. Donc sur toutes ces questions de souveraineté, il est super important de monter en compétence, que ce soit l'Union européenne, que ce soit tous les problèmes que l'on peut soulever ou le problème des agriculteurs, de la souveraineté alimentaire, ça passera que par la souveraineté populaire. Et la souveraineté populaire, elle ne se réclame pas, elle se conçoit. C'est à nous, citoyens, de l'écrire et donc de monter en compétence, de travailler collectivement sur la rédaction de procédures de souveraineté, de procédures de démocratie directe, comme le RIC en toute matière. Je fais partie des personnes qui travaillent sur le serveur ruche RIC, ETM, EPNM, ETM pour en toute matière et EPNM pour écrit par nous-mêmes, pour préciser le travail de Juan Branco. Pourquoi je travaille sur ce serveur ?
parce que c'est un axe qui est super important, l'éducation populaire, la montée en compétences pour que chacun de nous puisse être instruit sur ces questions-là et que l'on puisse écrire nous-mêmes ces procédures, parce qu'il n'y aura pas de sauveur. Ça fait 235 ans depuis la Révolution française qu'on nous a endormis, on nous fait croire qu'on est en démocratie, on n'a jamais été en démocratie, le peuple n'a jamais été souverain, on a cédé notre souveraineté à des oligarques, à l'aristocratie, à la bourgeoisie. Donc il est temps de changer les choses et de travailler nous-mêmes sur ces procédures et de grandir ensemble. Donc je vous invite à venir travailler tous ensemble pour qu'on monte en compétences. Et monter en compétences, ce n'est pas connaître ces procédures de démocratie directe, c'est apprendre à les fabriquer ensemble en intelligence collective par des méthodes sociocratiques de la recherche du consentement. Et je me tiens disponible si besoin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bien, merci Benoît, qui sur le fil a su partager son avis. J'ai un message de Ucompo. Allez, on va être sympa. Ucompo, tu as on va dire 10 secondes pour dire ce que tu veux dire. François Asselineau a dit que, avant de mourir, Mitterrand a dit ceci. Les Français ne le savent pas, mais les États-Unis veulent un règne sans partage sur le monde. Le général de Gaulle s'était fait démolir, son image s'était fait démolir par les Américains parce que le général de Gaulle avait compris les intentions des États-Unis. Ils ont critiqué le général de Gaulle comme les États-Unis critiquent la Russie. Donc, vous pouvez trouver cette vidéo. Je vais retrouver le lien et poster ça dans le général et vous verrez. Le général Mitterrand avait compris lui aussi que voilà, les États-Unis, il faut faire attention. Malheureusement, voilà. Ok, merci pour tes 10 secondes. Alors, on va conclure. On va conclure. D'abord, il y a, pour ceux qui le souhaitent, Gorbet a créé un vocal 1 sur le chat, vous le voyez. Pour ceux qui souhaitent continuer, notamment pour une éventuelle préparation de cette fameuse journée du 6, il y a un vocal qui a été créé, donc n'hésitez pas à vous retrouver là-dessus. Quoi qu'il en soit, moi, Gorbet et moi-même sommes très heureux de vous avoir, d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Naturellement, on espère que tout le monde qui a pu demander la parole a pu l'obtenir. Et surtout, la parole a été libre. Donc maintenant, on espère que le vendredi prochain, toujours à la même heure, vous serez autant nombreux, voire plus. On était eu plus de 80 participants. Peut-être on va atteindre la centaine de participants le vendredi prochain. Donc merci beaucoup pour votre présence, implication, partage, témoignage, etc. Et nous, on est là uniquement en tant que facilitateur et animateur. Voilà. Donc merci à tous et à toutes. Et on se dit à vendredi prochain en attendant un excellent week-end et à très très vite. À ciao.